Bonjour. Quel outil d'aménagement pour faire la ville? La ville diverse, mixte, dotée d'urbanité, de marchabilité, etc. Cette ville nécessite un outil d'aménagement urbain approprié. Après l'intermède moderniste, ou plutôt internationaliste, qui s'est débarrassé de l'îlot comme unité de composition, ce dernier a réapparu à la faveur du retour à la ville, initié par des concepteurs et illustré par des travaux et des ouvrages dont on a parlé dans une vidéo précédente. L'îlot est donc redevenu l'unité de composition de la ville qu'il a toujours été. Mais l'îlot n'est pas resté figé. Il a connu nombre d'avatars en fonction de l'évolution de la ville, de la maîtrise d'ouvrage urbaine, des aménageurs, des promoteurs, mais aussi des urbanistes et des architectes, soucieux d'apporter des réponses nouvelles à des situations nouvelles. Aujourd'hui, je ne vais donc pas parler histoire, mais m'interroger sur la nature du ou des outils d'aménagement les plus utilisés pour fabriquer la ville. Quel est l'outil optimal pour fabriquer la ville? L'outil d'aménagement. L'îlot, revisité et réapproprié, n'est pas resté figé. Il a muté, changé et a donné naissance à de nombreux avatars qu'on détaillera dans la présente vidéo. De nombreux néologismes sont apparus: l'îlot revisité, aéré, semi-ouvert, ouvert, macrolot, etc. sont autant de termes qualifiant des solutions inspirées de l'îlot et dont on essaiera, à travers la présente vidéo, de donner les avantages et les inconvénients. L'îlot haussmannien, notamment à Paris, demeure la référence absolue en matière de composition urbaine classique. Cet îlot a été tellement imité, mais aussi réinterprété, qu'il demeure peut-être l'outil d'aménagement par excellence dans le monde entier. Mais cet îlot, qui se caractérise par sa mixité, son urbanité, son parcellaire qui change et qui lui donne une mutabilité urbaine qu'on ne retrouve pas dans certains pseudo-îlots d'aujourd'hui, cet îlot demeure un outil d'aménagement classique de référence. Donc, avant d'aborder les tentatives les plus intéressantes, récentes, contemporaines, d'interpréter ou de réinterpréter l'îlot pour en faire un outil d'aménagement, deux expériences intéressantes nous interpellent. La première, celle de Cerda à Barcelone. Donc, Cerda a proposé un plan en 1860 à Barcelone qui n'a pas été exécuté comme il l'avait dessiné, mais qui a néanmoins repris les grands traits du plan de Cerda, dont on voit les résultats. C'est une série d'îlots très fermés, du moins comme ils ont été réalisés, parce que Cerda au départ les avait conçus plus ouverts que ça, mais l'essentiel c'est que ça aboutit à cet îlot fermé qui permet de structurer les espaces urbains, et c'est un îlot donc basé sur un parcellaire qui jouit d'une mutabilité urbaine assez intéressante, même si l'alignement et le gabarit sont conservés. Mais globalement, on peut dire que Cerda est allé vraiment loin dans sa réinterprétation de l'îlot. Une autre expérience intéressante, celle de Berlage à Amsterdam en 1935, et donc le plan Zuid, connu sous ce nom, appliqué à Amsterdam, qui a été réalisé, donc a été appliqué par Berlage et qui a eu pour base l'îlot. Berlage a repris l'îlot, comme on peut le voir sur cette vidéo, un îlot relativement fermé, voilà, et qui a permis de dessiner la ville d'Amsterdam d'aujourd'hui. Bien sûr, inutile de préciser que c'est un îlot mixte, changeant, au parcellaire mutable, et donc qui jouit d'une grande mixité, d'une grande urbanité. Cerda et Berlage expriment
différentes façons de concevoir l'îlot. Un îlot non pas classique, copié sous forme de pastiche, mais un îlot renouvelé, réfléchi. Berlage l'a exprimé dans le centre d'Amsterdam, comme on peut le voir sur ce schéma, et au niveau du plan de masse. Et la transformation de l'îlot classique vers une lecture, une réinterprétation, passe par les étapes suivantes. Réinterpréter l'îlot haussmannien, cela signifie aller vers plus d'air, plus de lumière, en évidant donc le centre, mais en gardant l'alignement et en gardant le gabarit et l'ordonnancement architectural. L'alignement reste, le gabarit globalement reste, mais il y a plus d'air et plus de lumière dans la nouvelle interprétation de l'îlot. Ainsi, d'un îlot relativement dense, plein, avec de petites cours à l'intérieur, on aboutit à quelque chose de plus aéré, qui reste néanmoins ordonnancé à l'image de l'îlot classique. Donc c'est la même logique de dédensification de l'îlot par l'intérieur qui se poursuit tout en respectant l'alignement, le gabarit, et en proposant une logique de découpage parcellaire proche de celle de l'îlot classique. Bien sûr, en se gardant de ne pas toucher à l'alignement, au gabarit, et en adoptant une architecture ordonnancée pour reprendre les termes de Jacques Lucan. L'îlot réinterprété peut aussi aboutir à une conception plus contemporaine, plus moderne, encore plus aérée, comme on le voit sur ces schémas. La dédensification se poursuit par l'intérieur, mais aussi par une fragmentation partielle des bâtiments d'alignement. L'architecture reste ordonnancée avec gabarit et découpage parcellaire. Une autre façon de voir aussi, mais cette fois-ci le parcellaire tend à disparaître lorsque les bâtiments structurants sont longs. C'est le cas notamment des équipements ou des immeubles collectifs sous forme de barres qui viendraient donc fermer l'îlot, même s'il reste des éléments structurants, néanmoins ils font disparaître le parcellaire et là c'est un problème. Le gabarit et l'alignement continuent d'être respectés. C'est le cas notamment des opérations amorcées dans les années 80 et qui sont censées refléter un certain retour à la ville. C'est le cas en France, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Ce plan donc illustre une opération dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise en France dès les années 70. On y constate un retour à l'îlot bien certain. Donc différentes opérations d'habitat de cette époque font référence à l'îlot comme mode de composition et comme outil d'aménagement. Bien sûr, un îlot qui s'éloigne progressivement de l'îlot classique et qui, dans certaines situations, n'a rien à voir avec l'îlot classique, mais il continue néanmoins à être un espace donc fermé, possédant un extérieur, un intérieur, un alignement, un gabarit, un ordonnancement, et il continue à donc présenter certains attributs de l'îlot classique sans être pour autant une copie de l'îlot classique. C'est une réinterprétation assez moderne, assez contemporaine, et on constate aussi que les échelles commencent à changer, l'îlot s'agrandit et prend des proportions différentes. En Allemagne aussi, nombre de travaux font état du retour à l'îlot, notamment dans l'habitat. Comme on peut le voir sur ces schémas, c'est un îlot plus allongé, avec plus de variété, des bâtiments moins longs et détachés, mais qui continuent néanmoins à respecter l'alignement et le gabarit. Et ce travelling illustre bien cette tendance. En France, deux exemples illustrent cette tendance à revenir vers l'îlot, vers l'alignement, vers la structuration de la rue et des espaces urbains. Le premier exemple, c'est celui
du quartier de Reuilly, qu'on voit ici. Donc c'est une restructuration d'anciennes barres des années 60. Et lorsqu'on a refait l'opération de restructuration, la tendance a été claire, le retour à l'îlot à des espaces humains et maîtrisés. Donc opération, on voit d'abord l'ancien Reuilly, donc toute cette partie centrale qui n'existe plus, et puis le nouveau Reuilly restructuré. On a gardé quand même quelques barres de part et d'autre, mais globalement le retour vers l'îlot est très significatif, comme on peut le voir. C'était l'un des premiers projets qui ont illustré, bel et bien illustré cette tendance. La ville nouvelle de Cergy-Pontoise, initiée à partir du milieu des années 70, amorçait déjà le retour vers l'îlot, comme on peut le voir à travers ces travelling. Donc on voit clairement un îlot fermé, structuré, avec des espaces privatifs intérieurs, chose qu'on ne voyait pas du tout avant. Et parfois, l'îlot, un équipement, a tendance à occuper tout un îlot, comme on le voit sur ces images. C'était le point de départ, en quelque sorte, du retour à la ville, du retour à l'îlot comme élément structurant et comme composante principale d'aménagement. Lorsqu'on parle de l'outil pour fabriquer la ville, la mixité vient comme l'un des paramètres ou l'un des attributs les plus importants. Fabriquer la ville, c'est en effet fabriquer un tissu mixte du point de vue typologique, fonctionnel, mais aussi social. Et donc, cela exige que l'outil d'aménagement, qu'il soit îlot ou autre, puisse justement garantir cette mixité. Il la garantit à travers différents mécanismes, dont la mutabilité qui se base souvent sur un parcellaire qui change ou des parcelles dont les fonctions changent et dont les occupations changent. Mais le plus important s'agissant de l'îlot, ce n'est pas de le copier par nostalgie, ce n'est pas de faire un retour vers le passé, mais d'en saisir les attributs. Qu'est-ce qui fait que l'îlot demeure encore potentiellement générateur d'urbanité, un outil de fabrique de la ville et un outil d'aménagement? Qu'est-ce qui peut en être retenu et utilisé aujourd'hui comme un outil d'aménagement? Là, ce sont les questions les plus pertinentes à poser. L'une des questions, c'était, ou c'est encore, la mixité. Comment on peut réaliser la mixité à travers l'outil d'aménagement? Et là, l'outil possède des réponses. Parmi ces réponses, un potentiel de mixité horizontale à travers le parcellaire, un potentiel de mixité verticale à travers le mélange des fonctions, commerce, un ou deux niveaux, bureau, deux niveaux ou plus, et puis le logement qui vient coiffer le tout. Une mixité verticale qui peut être aussi accompagnée d'une mixité horizontale. Chaque bâtiment peut posséder une identité différente. On peut avoir à côté de l'immeuble rapport un immeuble de bureau, un siège de société, un centre commercial. Ce sont là les potentialités de l'îlot. Mais aujourd'hui, comment on peut réinterpréter ces mécanismes de mixité sans pour autant faire dans le copiage ou faire dans le pastiche? Donc, les schémas que j'ai réalisés sous SketchUp permettent d'avoir une idée sur ce qu'on peut faire à travers une réinterprétation moderne et contemporaine de l'îlot. Donc, une mixité verticale ou une mixité horizontale, c'est là deux outils très importants. Mais ces deux outils ne peuvent pas être réalisés sans un parcellaire qui évolue, qui change, qui mute et qui donne son identité au morceau de ville. Voilà.
néanmoins, la mixité perçue comme un mécanisme a pris d'autres directions, notamment la mutualisation. C'est-à-dire que pour réaliser la mixité, on mutualise. On mutualise les services, on mutualise les parkings, on mutualise tout ce qui peut être commun, et puis on superpose, on juxtapose, on imbrique, etc., comme le montrent ces schémas. Les développements récents en matière de mixité tendent vers la mutualisation. Ce concept veut dire que l'on met au service de la communauté un ensemble de services comme les parkings et différents services. Ce concept de mutualisation, bien que au service de la mixité, ne pose pas moins nombre de problèmes, entraînant une compacité et la naissance de blocs compacts. Donc un parking commun, des commerces, des services, ensuite le logement qui vient se superposer. Donc l'ensemble de ces éléments donne naissance à un bloc mixte, tout comme la mutualisation donc des services peut s'étendre à plusieurs blocs qui sont agrégés pour former un tout. Donc ce bloc permet d'avoir donc un parking commun, peut-être même des services et des commerces communs, et puis une plateforme dégagée qui est en fait l'espace intermédiaire entre les blocs de bâtiments. Mais l'agrandissement disproportionné de ce genre d'opération peut aller vers ce qui est communément appelé aujourd'hui le macro-lot et sur lequel on va revenir un peu plus tard. L'îlot donc continue de subir des évolutions et la tendance, disons, contemporaine, ça aboutit à quelque chose comme ça, un îlot allongé, avec peut-être un socle intégré, donc résultat de cette mutualisation du parking, des services, etc., et qui aboutit à une sorte d'espace intermédiaire, privatif, propre aux habitants, propre aux riverains, et donc qui n'est pas accessible à partir de l'extérieur, ou peu accessible de l'extérieur. C'est plutôt un résultat donc de ce socle qui vient s'imposer et qui soulève toute la partie habitat, équipement, etc. Ce mécanisme, on peut le voir avec clarté dans la vidéo suivante. Cette façon de faire représente une partie non négligeable de ce qui se fait dans l'urbanisme d'aujourd'hui. En France, en Europe, un peu partout. Et d'autres idées émergent, comme l'idée de l'îlot ouvert ou le concept de l'îlot ouvert, donc découvert ou inventé par l'architecte Christian de Portzamparc. Donc on peut dire que le quartier des hautes formes, conçu par ce même architecte, a été le point de départ de l'invention de l'îlot ouvert. Et dans ce projet, conçu au milieu des années 70, comme on peut le voir ici, on constate déjà des thématiques que l'on retrouvera plus tard au niveau de l'îlot ouvert de Masséna, par exemple. L'articulation avec l'existant, la rue intérieure, une hiérarchisation des espaces, une fermeture sans en être une. L'îlot protège un espace intérieur, mais sans être pour autant fermé. Les bâtiments ne sont pas accolés, ne sont pas contigus les uns avec les autres, mais chaque bâtiment est libre, dispose de 3 voire 4 façades. Donc on retrouve toutes les thématiques présentes dans l'îlot ouvert qui sera notamment donc consacré dans le projet Masséna Nord. Donc c'est plus d'ouverture pour l'air, pour la lumière, comme le dit son inventeur, Christian de Portzamparc, l'élimination du gabarit commun pour des gabarits différents, différentes hauteurs. C'est comme dirait Jacques Lucan, une sculpture en 3D.
la multiplicité des façades. On n'a plus, comme dans les lots classiques, une seule façade principale, une arrière et une autre façade arrière sur cour, mais on a une multitude de façades donnant aux architectes la possibilité de travailler, d'éclairer les espaces intérieurs, etc. Voilà, en gros, et on le voit à travers cette animation. Les lots ouverts, par Christian de Portzamparc, a été appliqué à Massina, un quartier qui a bénéficié d'une opération de régénération urbaine. Ouvert, donc, a été conçu. Donc, on peut le schématiser comme suit. Des bâtiments libres, dans un espace libre, qui forment néanmoins une intériorité, des rues intérieures, et la rue extérieure continue à être structurée sans pour autant qu'il y ait continuité du bâti, comme dans les lots classiques. Mais cela entraîne des problèmes. Par exemple, comment empêcher les gens d'accéder? Et donc, parfois, dans certaines situations, on a recours à la végétation ou à des barrières pour empêcher les gens de pénétrer, même si le socle commun du parking, donc résultat de la mutualisation, empêche les gens de pénétrer. Mais toujours est-il qu'il y a des choses à souligner. De même que le statut de certains espaces entre les bâtiments qui sont censés appartenir aux riverains pose problème en raison de leur caractère un peu excentré, et nous savons que tout espace qui n'est pas surveillé peut entraîner des problèmes, mais ça c'est l'avenir qui le dira, la recherche qui le dira. Enfin, l'îlot, qu'il soit ouvert ou pas, actuellement la manière de faire la ville, c'est l'îlot ouvert, mais l'îlot peut ne pas être ouvert, peut être semi-ouvert, une partie donc des bâtiments contigus à l'image de l'îlot classique, juxtaposés à d'autres bâtiments possédant 4 façades, comme dans l'îlot ouvert, et tout cela repose sur un socle, un parking, des services communs, etc., ce qui a conduit certains urbanistes à le qualifier de macro-lot. Et le macro-lot, effectivement, il présente des avantages énormes en termes de mixité, en termes de fabrique de la ville, en termes de mixité sociale, vu que la majorité des programmes, et là la maîtrise d'ouvrage est importante, le qualificatif projet urbain est important, parce qu'il faut ramener des investisseurs, des promoteurs, à s'asseoir autour d'une même table. Il faut une maîtrise d'ouvrage urbaine plus que solide, pour mettre ensemble l'ensemble de ces programmes, donc construire du logement social, du promotionnel, de ce que vous voulez, plus des équipements, le tout sur un socle de parking. C'est loin d'être une sinécure. C'est pour cela que la chose est complexe d'abord du point de vue maîtrise d'ouvrage, mais complexe aussi du point de vue urbanistique et architectural. Et là, on constate en Europe la naissance, notamment en France, la naissance d'architectes d'opération. Bon, l'architecte coordonnateur d'abord, qui dessine tout le projet, à l'image de Portzamparc, qui a dessiné Massina, ou de Herzog et de Meuron, qui ont dessiné Confluence, à Lyon. Donc un architecte coordonnateur qui est l'architecte urbaniste, qui dessine même les volumes. C'est ça l'élément intéressant. Il détermine les hauteurs, etc. Le règlement devient plus conséquent. Et puis des architectes d'opération qui prennent des lots, des îlots, etc. et les développent. Donc on peut dire que, pour résumer au sujet de ce macro-lot, que c'est une mixité entre les lots fermés et les lots ouverts. La mutualisation y est présente, parking, services, comme chauffage, etc. Gestion des espaces verts, maîtrise d'ouvrage différenciée, présence de l'architecte coordonnateur et des architectes d'opération. L'îlot n'est plus découpé en parcelles, mais devient l'unité d'opération, entraînant la disparition du parcellaire et la mutabilité urbaine. Et là, c'est un problème qui risque de se poser, d'après l'architecte Jacques Lucan, parce que la disparition du parcellaire et l'imbrication complexe des fonctions peuvent entraîner des problèmes de reconversion
De même que les dimensions de l'îlot. Donc, on a constaté dans certains macrolots que certains macrolots prennent des dimensions importantes et donc posent des problèmes de perméabilité. On a du mal à contourner un îlot qui fait 300 mètres de long ou 250 mètres de long. Ça, c'est des problèmes qui se posent et qui font que le macrolot n'a pas que des avantages, mais a aussi des inconvénients. Les opérations sont nombreuses. L'opération de Clichy-Batignolles, en France toujours, à Paris, illustre cette tendance à aller vers des îlots de plus en plus grands et qui sont désormais appelés macrolots. Et donc, les macrolots, ce sont de grands éléments, de grands îlots compacts, presque des îles isolées, et qui permettent, comme dans le cas de Clichy-Batignolles ici, de dégager un grand parc dans le cadre d'une conception de développement durable. Voilà, on peut voir des macrolots de part et d'autre et un parc au milieu, une conception très dense, très compacte et qui reprend donc les principes du macrolot, un socle commun, une mutualisation à outrance, une mixité très élevée, mais aussi des problèmes, vu qu'à ce niveau-là, le parcellaire n'existe plus, la mutabilité urbaine risque d'en prendre un coup, et d'autres problèmes qui peuvent surgir, notamment au niveau du paysage urbain. Bien que les projets basés sur la notion de macrolot ne soient pas très nombreux, comme nous le dit l'architecte Jacques Lucan, il pose néanmoins nombre de problèmes. Ici, dans la région de Boulogne, à Paris, de nombreuses opérations basées sur les macrolots ont été menées. Donc, on peut voir à ce niveau-là des opérations récentes basées sur le macrolot et voir un peu la longueur de l'îlot. La question que l'on peut se poser, est-ce que la perméabilité est toujours là? Est-ce que le fait de contourner à pied cet îlot, ou ce macrolot, comme on les appelle maintenant, encourage l'usager à marcher? Ça, c'est la question qui demeure posée. Ce tour d'horizon est loin d'être exhaustif. On a présenté juste un outil qui s'inspire de l'îlot classique et qui devient îlot semi-ouvert, îlot revisité, îlot ouvert, macrolot, etc. Juste pour montrer son potentiel d'applicabilité à la fabrique de la ville, un potentiel énorme, vu qu'il permet de réaliser la mixité, l'imbrication des fonctions, fabriquer la ville, mais les solutions qu'on vient de voir ont toutes des avantages et des inconvénients. Si la mixité est recherchée, c'est même l'un des paramètres les plus importants pour la fabrique de la ville, une mixité typologique, programmatique, sociale, mais doit-on opter pour une mixité douce avec un parcellaire permettant la mutabilité urbaine ou aller, comme c'est le cas de certains macrolots, vers une imbrication complexe qui pourrait engendrer des problèmes de reconversion? Ça, c'est une question. La mutualisation des parkings, des éléments de confort, chauffage et autres est aussi pertinente, mais la gestion de la copropriété risque d'être problématique, avec, comme le souligne Jacques Lucan, des charges parfois prohibitives. Toutes les solutions passées en revue véhiculent des avantages à capitaliser. C'est ça la leçon qu'on doit retenir. Prendre les avantages de chaque type et essayer d'éviter les inconvénients. En d'autres termes, prendre le meilleur de chaque solution. Parmi les inconvénients que je citerai le plus, peut-être, c'est la complexité et l'imbrication trop complexe qui permet d'arriver à des résultats contraires, ou celle qui me tient à cœur, de garder une dimension de l'îlot qui ne doit pas dépasser les 100 mètres pour permettre aux gens de marcher, aux usagers de marcher. Contourner un bloc, un îlot de 100 mètres, ça peut être facile, mais est-ce que c'est possible de contourner un bloc de 300 mètres? Surtout si ce bloc ne dispose pas d'un rez-de-chaussée vivant. Là est toute la question.